Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Est-ce que tu peux te présenter? Puis ça fait déjà quand même un certain temps que tu n'as pas collaboré. Oui, très content d'être de retour sur le podcast. Donc, Simon Duperron, je suis avocat en protection des renseignements personnels et en cybersécurité chez Gordon Ladner Gervais. Je suis très content là, d'être là aujourd'hui pour discuter de mon livre qui a été publié chez LexisNexis. Tout à fait. Le livre qui s'appelle Droit à la vie privée, mégadonnées et intelligence artificielle, qui a été publié, je pense, en mars dernier, en tout cas début mars, ce qui est très intéressant. Je l'ai lu au complet, fait que je suis un peu en maîtrise de ce qu'il y a du contenu, fait que c'est super intéressant. Critique personnelle au début, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, j'ai beaucoup aimé le livre parce qu'il est en gradation. Fait que pour quelqu'un qui connaît peu ou pas le droit et les mégadonnées, on a une bonne introduction qui arrive ensuite dans les chapitres un peu plus crunchés à la fin, qui nous permettent justement d'apprécier l'espace de mégadonnées dans le droit québécois et comment tout ça se matérialise. On va commencer avec le premier chapitre essentiellement, qui est une forme d'introduction que tu fais, où on aborde justement les notions de base et moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est sur toi, qu'est-ce que tu as utilisé justement pour faire ton analyse pour aller plus loin dans les chapitres suivants? Oui, en fait, la première question que je devais répondre dans un livre qui porte sur les mégadonnées, là, puis pour utiliser le terme qui est peut-être plus couramment utilisé, le big data, qu'on dit en anglais, c'est quoi ça, le big data ou les mégadonnées? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis, comme c'est un ouvrage juridique, on cherche souvent à définir en droit, on cherche à avoir une définition parce que si on n'a pas de définition, on a de la misère à poursuivre toutes les étapes du raisonnement juridique, là, puis à appliquer le droit aux technologies, parce que contrairement à ce que des fois on peut entendre, c'est pas vrai que les technologies évoluent dans une sphère complètement absente du droit. Le droit le droit réglemente l'utilisation des technologies, mais des fois ça demande juste un peu plus de casse-tête intellectuel pour l'appliquer. Donc, c'est ça. Dans ce premier chapitre-là, j'ai fait un inventaire de les différentes définitions qu'on retrouve dans différents domaines. Là. Vraiment, je suis allé à l'extérieur là, du domaine juridique ici, là. Surtout le domaine des sciences de l'information, le domaine de l'informatique, le domaine technique, qui ont beaucoup étudié. En fait, les mégadonnées constituent un objet d'étude, mais c'est un outil de recherche essentiellement là, dans plein de domaines de recherche. En sciences de l'information, ils se posent plus la question sur les définitions, sur les notions en tant que telles de qu'est-ce qu'une donnée, puis qu'est-ce que est un ensemble de données. Donc, j'ai répertorié une trentaine de définitions de différents articles, différents auteurs, différentes autrices, puis d'organismes comme le National Institute of Standard of Technology aux États-Unis et tout ça. Puis aussi l'Office québécois de la langue française, par exemple, se sont intéressés à ces questions-là pour essayer de tirer des caractéristiques communes entre des définitions, avant de me dire je vais prendre cette définition-là de tel organisme puis je vais partir avec ça. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qui se ressemble dans les définitions. Puis vraiment, il y en a vraiment plein de différentes là, à la Shoshana Zuboff qui va décrire le big data comme étant un modèle d'affaires capitaliste qui cherche à extraire des prédictions sur les individus à des définitions peut-être vraiment plus techniques qui font référence à une infrastructure technologique qu'on retrouve là, donc vraiment des choses comme ça. On dirait que j'ai classé ces définitions-là en différents types. Puis après ça, j'ai essayé de retenir celles qui cochaient le plus de types. Donc, j'ai trouvé comme 4 grands types dans les définitions, c'est-à-dire des définitions qui sont plus basées sur les caractéristiques des mégadonnées, des définitions plus basées sur l'infrastructure technique des mégadonnées. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place si on veut utiliser ces données-là, ou du moins, qu'est-ce qui est mis en place par les grandes plateformes qui donnent accès souvent sous forme de SaaS aux mégadonnées. Et définition basée aussi sur le dépassement de certains seuils, parce que comme on appelle ça big data ou mégadonnées, on entend souvent que il y a comme un niveau de grosseur qui fait en sorte que on n'est plus juste dans la petite base de données qu'on a sur notre disque dur. Et les définitions basées sur leur impact, qui font plus intervenir la recherche en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques sur quelles sont les conséquences de ces technologies-là sur la société en général. Et pour finalement déboucher sur une définition là, que j'ai proposée, définition pour
pour les fins de cet ouvrage-là. Puis ensuite, on travaillait là-dessus dans les prochains chapitres. Je prétends pas que c'est la meilleure définition nécessairement, mais c'est celle qui rassemblait le plus les éléments que j'avais trouvés. Et là, je vais prendre un grand souffle parce que c'est une définition de 4 lignes. On aurait pour arriver à définir les mégadonnées comme étant un actif informationnel qui est constitué d'une grande quantité de données qui sont produites en temps réel à partir de sources multiples et sous différents formats et qui nécessitent l'utilisation de technologies sophistiquées pour leur collecte, leur stockage et leur analyse dans le but de générer des informations utiles à la prise de décision. Donc, c'est une longue définition, c'est pas quelque chose qui se définit de façon succincte, mais ça permet d'englober les différents éléments qui doivent être présents pour qu'on parle de cette technologie-là. En fait, cet ensemble de technologies, c'est pas juste une technologie, c'est vraiment plusieurs technologies qui sont mises ensemble pour améliorer la prise de décision dans les organisations, essentiellement. Oui, c'est ça aide justement parce que quand on a un vocable commun, une définition commune, ça aide à faciliter ensuite de comprendre l'interprétation qui s'en est suivie parce que tu as fait justement basé sur cette grande définition-là non succincte, justement tout ce qu'il y en a suivi par la suite parce que c'est ça l'essentiel. Puis c'est important, puis je sais, en TI, on a tendance des fois à oublier, mais en droit, les mots sont très importants et la définition des mots est très importante. Les deux mots ne veulent pas dire la même chose. Fait que ça, c'est très important. Puis je trouvais ça justement ultra pertinent d'arriver avec ce ramp-up-là, c'est-à-dire de commencer doucement en donnant une définition pour qu'ensuite on puisse commencer à avancer plus loin. Là. Exact. Puis c'est un peu la base, puis j'y suis souvent retourné là, à cette définition-là au fil de la rédaction de l'ouvrage. Je me disais, OK, bon, mais là, ça je suis en train de proposer comme interprétation juridique, est-ce que ça fonctionne encore avec ma définition? Est-ce que ma définition elle tient toujours la route ou est-ce que là, je suis rendu un peu à côté, puis dans le fond, ce que j'ai défini au départ, ça s'applique plus vraiment à ce que je décris. Fait qu'il y avait comme un retour à la définition pour m'assurer que ça reste cohérent et c'est ça aussi qui a mené à une définition qui est quand même assez large. C'est pour permettre d'introduire différentes technologies puis différents aspects de cette technologie-là. Puis c'est pour ça aussi que le livre s'appelle Droit à la vie privée, mégadonnées et intelligence artificielle. Là, c'est aussi parce que même si je critique un peu au départ que quand on parle de mégadonnées et d'intelligence artificielle, on met tout le temps les deux à côté puis on fait comme un amalgame entre les deux, alors que c'est quand même des technologies distinctes, là. Puis bon, les gens en IA, puis les gens, les data scientists le savent beaucoup mieux que moi, mais c'est quand même des types de technologies qui bouleversent un peu notre paradigme juridique puis qui nous poussent à réfléchir le droit d'une façon différente pour pouvoir l'appliquer. Puis c'est ça que j'ai tenté de faire dans les autres chapitres, là. Absolument. Puis c'est très important. Cette distinction entre justement les mégadonnées puis l'intelligence artificielle ou en tout cas le machine learning, tout dépendant comment on va regarder ça, très important parce qu'un alimente l'autre, mais cependant, juridiquement, sont très distincts. Puis d'ailleurs, la PS64, on reviendra plus tard, fait ces distinctions-là, justement, qui sont très importantes à comprendre entre les deux éléments. On va faire un dernier petit point pour le chapitre 1, qui était les 5 caractéristiques des mégadonnées. Puis je trouve ça très, très pertinent et très important que tu l'aies mis dans le livre, justement, parce que ça a des conséquences très importantes sur l'analyse qui suit de façon juridique et dans ton livre. Oui, exact. Puis c'est un peu les caractéristiques des mégadonnées, c'est ce qui revenait le plus avant même des définitions. Là. C'est-à-dire que il y a certains articles parlaient beaucoup plus des caractéristiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut s'associer aux mégadonnées que qu'est-ce que les mégadonnées sont véritablement. Donc, j'ai aussi embarqué dans le bateau après avoir fait la revue de définition pour tenter de synthétiser qu'est-ce que sont ces caractéristiques-là. Il y a un modèle qui est souvent discuté quand on parle de Big Data, qui est le modèle des 3 V là, pour volume, variété et vélocité. J'en ai ajouté 2 autres qui sont la valeur et la véracité. Et bref, donc ça fait comme un modèle de 5 V, si on veut. Chacune de ces caractéristiques-là vient définir un peu plus, au moins donner peut-être plus de chair à l'os de la définition qui, elle, les rassemble toutes dans différentes phrases. Rapidement, le volume, ça va un peu de soi. C'est une quantité assez massive de données qui dépasse certains seuils qu'on est capable de gérer dans des bases de données relationnelles
traditionnel, là, ce qu'on appelle le SQL en langage plus technique. Donc, les mégadonnées vont appeler à une autre forme d'infrastructure de NoSQL qui permet de gérer une plus grande masse de données. Puis, bon, il y a différentes unités de mesure qui sont proposées dépendamment des articles qu'on a pris, là, puis on le voit dans le livre, là, on parle de téraoctets, de pétaoctets, d'hexaoctets, de zétaoctets, puis je suis sûr qu'aujourd'hui, on doit être rendu dans un autre chiffre grec que je ne connais plus. Mais bref, ça fait un peu le tour pour ce qui est de la notion de volume. Puis bon, ensuite, la variété, c'est aussi que, bon, c'est pas juste un type de données, c'est pas juste des PDF mis tous ensemble dans une immense base de données, c'est vraiment un flot de plein de types de données différents, autant des données structurées que des données non structurées. Une donnée structurée, c'est une donnée qu'on peut facilement lire dans un format comme un Excel, un Word, quelque chose comme ça, alors que du non structuré, mais c'est la grande majorité des données qu'on génère là, au jour le jour, là, des photos, des clics, toutes sortes de choses. Donc, ça regroupe les deux quand on parle de mégadonnées. Ensuite, la vélocité, ça fait référence au fait que les mégadonnées, c'est pas quelque chose de statique. C'est pas une base de données qui, OK, elle est créée, puis là, c'est les mêmes types de données tout le temps dedans, puis ça bouge pas. Si j'en enlève une, il y en a une de moins. Non, c'est un flot continu d'intrants de données qui se génèrent, puis de données qui se modifient également à l'intérieur de la base de données. Ça, c'est la quatrième, en fait, la troisième composante. Puis les deux autres que j'ai ajoutées sur la base de la littérature, c'est la notion de valeur, parce que je pense que c'est très important on parle pas de mégadonnées si on parle juste d'une base de données désincarnée ou juste de données qui sont à quelque part dans l'univers, qui sont là en grand format, puis de différents types. Il faut qu'il y ait une volonté d'utilisation dans une organisation pour générer une forme de valeur. Ça peut être, bon, la valeur économique, là, générer des retombées en termes de chiffre d'affaires, mais ça peut aussi être plein d'autres types quand on fait de la recherche avec des données, ça crée de la valeur parce que ça crée des résultats de recherche probants. Donc, c'est une forme de valeur. Donc, je pense que la notion de valorisation est essentielle. Et finalement, la véracité, qui est un peu le revers de la médaille de la valeur, c'est qu'il faut que tes données soient suffisamment fiables pour que tu puisses les utiliser puis prendre des décisions à partir de ces données-là. C'est un grand enjeu dans le domaine de l'intelligence artificielle. On le sait, là, la véracité des données permet d'avoir des résultats fiables, des résultats non biaisés. Mais c'est la même chose avec les mégadonnées, en fait, parce que les mégadonnées constituent des bases de données d'entraînement de l'apprentissage automatique en intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est une caractéristique qui est également essentielle dans la typologie. Oui, absolument. Puis ça on va voir comment ça va revenir dans les conversations plus tard. Là, on bascule au chapitre 2 qui est finalement la mise en relation avec les notions de cadre législatif québécois dans lesquels on aborde tu abordes selon différents axes. Là, le premier étant le Code civil du Québec. C'est très intéressant parce qu'on amène des autres. Puis moi-même, j'avais jamais pensé de faire un lien entre un bien meuble et de la mégadonnée. Fait que je trouve ce lien-là très pertinent et même très intéressant. Oui, en fait, après la première étape qui était de trouver une définition, qu'est-ce que sont les mégadonnées quand on regarde la littérature. La deuxième étape, celle où est-ce que j'ai vraiment mis mon chapeau de juriste, c'est celle de la qualification juridique de cet objet technologique-là. Et puis, on a la chance en droit civil d'avoir des catégories juridiques quand même assez étanches qui nous permettent de proposer des qualifications juridiques. Donc, j'ai commencé avec le bon vieux droit des biens pour tenter de définir, OK, mais est-ce que c'est un bien? Est-ce qu'une donnée, c'est un bien? Puis il y a quand même un peu de littérature à ce sujet-là. Puis, j'en suis venu à une conclusion que ça constitue un bien meuble incorporel au sens du Code civil du Québec, puis qui nous fournit des définitions de binaires. Hein. Dans le Code civil, on est un bien, on est meuble ou immeuble, on est corporel ou incorporel. Puis, donc, on fait les analyses pour dire qu'on devrait se classer ici. Peut-être qu'un juge déciderait autrement. Là, je veux dire, je prétends pas à ce que ça soit. Ça peut faire l'objet d'un débat, bien sûr, mais je pense que la notion de bien meuble incorporel qui est un peu développée en jurisprudence, pas tant que ça, parce que c'est quand même abstrait, les biens meubles incorporels, c'est des droits, c'est des actions, c'est du savoir-faire, c'est pas quelque chose de tangible, ça le dit dans le terme, mais ça se prête, selon moi, quand même assez bien
à une notion de données. Puis là, bon, il y a tout un débat qui concerne la notion de propriété également par rapport aux données, parce que si on détermine que des données sont des biens, ben par la suite, on peut dire qu'on peut avoir un droit de propriété à l'égard des données. Puis ça fait l'objet aussi d'une littérature quand même assez abondante, dont je discute dans le livre. Puis ça a fait un peu ça a été ma parenthèse droit des biens qui je pense pour les juristes est intéressante, mais qui est moins l'assise juridique pour les chapitres 3-4, qui est plus la notion de renseignement personnel et de technologie de l'information. Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, ça m'a mis en perspective toute la notion de Clearview AI, quel problème qu'il a, sur lequel eux ont justement des mégadonnées. Puis ils plaident qu'ils sont pas capables de chercher les données des gens et des individus. Donc, le sens de la propriété de la donnée dans ce contexte-là va devenir très intéressant et comment tout ça se manipule. Puis Facebook s'aligne dans ce genre de débat-là où probablement qu'au Québec, on va être capable de le rasseoir sur des notions comme celle-là. Puis moi, ça m'a fasciné parce que je l'avais jamais vu comme ça. Je suis beaucoup plus sur les autres cadres juridiques que tu vas justement adresser. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui est beaucoup plus proche de mon univers, où on aborde la notion de document plus clairement. Puis là, c'est plus ça, mais bref. C'est ça, c'est plus tangible dans notre esprit, ou du moins c'est plus facile de dire un document de renseignement personnel, c'est quelque chose qui des données, clairement un document électronique. On parle ici d'une donnée sous un certain format. Quand on parle de biens, c'est comme un bien, est-ce qu'un bien meuble? Puis quand on ouvre notre doctrine des biens meubles, on parle de la clôture, de la dépanneuse, du camion. Puis c'est des exemples très terre à terre. Mais je pense que c'est une des beautés aussi du droit civil, c'est que ça nous donne des notions juridiques qui sont quand même malléables, puis qu'on peut interpréter à la lumière des technologies là, du 21e siècle. Puis je suis sûr que ça va éventuellement, c'est des types de questions qui vont se poser devant les tribunaux parce que le droit des biens va rester le droit des biens. Puis les technologies, les données vont juste continuer de se développer. Donc, ces notions de qualification-là vont surgir éventuellement, puis c'est pas déjà le cas, là. Oui. Et là, si tu bascules justement sur la loi concernant le cadre juridique, comment celle-ci s'applique dans un contexte de mégadonnées? Oui, mais la LCCJDI, qui est un peu une loi mal aimée, là, malheureusement, dans la communauté juridique au Québec, qui est un peu un ovni, en fait, juridique. Là. Je pense que c'est Vincent Gautret qui l'appelle comme ça. Parce que, c'est pas 100% clair où est-ce qu'elle vient s'introduire. C'est pas complètement la protection des renseignements personnels. Il y a un peu de gestion documentaire là-dedans. Il y a un peu de question de preuve là-dedans, mais il y a aussi de la question de biométrie. Bref, ça touche à plein de choses, mais ça comme elle le dit, ça donne le cadre juridique applicable aux technologies de l'information par la notion de document et de documents technologiques. Et donc, les mégadonnées constituent une forme, en fait, de documents technologiques, un rassemblement de documents technologiques, si on le veut. Puis ça permet par la suite de dire, dans ces documents technologiques-là, constituent des renseignements personnels, ce qui nous ouvre la porte à la seconde partie du livre, là où est-ce que je voulais m'attarder. J'avais quand même aligné un peu ma conclusion de ma première partie pour me rendre vers la deuxième, parce que sinon, ça aurait été un peu plus court. Et donc, là, une fois qu'on arrive dans les mégadonnées, considérant toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées au départ, considérant que la notion de renseignement personnel, c'est tout renseignement qui peut identifier une personne, directement ou indirectement, puis il y a plein d'études qui le démontrent, là, c'est assez facile d'identifier des individus quand on dispose d'une masse de données, même quand on prétend que celles-ci sont anonymisées. Là, si on a quelques données anonymisées réparties dans des fichiers très différents, je pense qu'on peut être safe en disant que c'est l'est, mais quand on parle de mégadonnées, c'est presque impossible de prétendre que c'est 100% anonymisé. Et donc, on peut les assujettir au cadre de protection des renseignements personnels. C'est la prétention que je fais dans le livre. Ouais.
Je suis d'accord avec toi que cette loi-là est particulière. Elle est arrivée à un moment où je pense que le législateur n'était pas suffisamment mature au niveau de la compréhension des technologies. C'est un ramassis de choses qui sont un peu insolites, même pour un technologue, de comprendre pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Mais bon, on vit avec ce que c'est. Mais bref, toi, puis ensuite, on bascule vers justement la PS64, qui est vraiment le cœur même de l'analyse où tu diriges tes choses. Donc, comment tu l'as abordé en première en introduction, puis finalement, c'est ce qui va nous amener plus tard, là? Ouais, j'ai eu cette chance ou pendant la chance ou malchance, ça dépend comment on le voit là, parce que pendant la rédaction de ce livre-là, il y avait la plus importante réforme des lois québécoises en matière de protection des renseignements personnels qui se discutait, qui se débattait, et donc je pouvais pas faire comme si ça n'existait pas et me dire je vais me faire avec la loi actuelle, puis voilà, j'avais quand même il y avait quand même beaucoup de notions intéressantes, surtout quand on parle de mégadonnées puis d'intelligence artificielle dans le projet de loi en 64 qui est maintenant devenu une loi. Et donc, comment je l'ai amené? J'ai quand même commencé par un petit retour sur les notions de base en matière de droit à la vie privée puis de droit à la protection des renseignements personnels, parce que c'est un peu comme une pyramide, ce droit, ce domaine juridique-là, au sens parce que le droit à la vie privée, c'est un droit constitutionnel qui est protégé par nos chartes puis qui se décline en différentes composantes. Par exemple, tout ce qui est on peut pas faire des fouilles de recherche abusive, de saisie abusive quand on fait des enquêtes criminelles sur des suspects parce qu'ils ont un droit à la vie privée. Mais il y a également un volet informationnel qui a été défini par la Cour suprême par rapport au contrôle de l'individu sur les informations à son sujet, qui a mené au développement des lois spécifiques en matière de protection des renseignements personnels. Donc, j'ai fait un bref retour là-dessus et ensuite plus rentrer en détail dans les différentes phases de tout ce qui est le cycle de vie des renseignements personnels essentiellement, parce que bon, comme je l'ai dit plus tôt, les mégadonnées, c'est des données en mouvement, c'est des données qui transitent puis qui traverse en fait un cycle de vie, puis ça a pour vocation d'être utilisé par les organisations pour prendre des décisions. Donc, je dis aussi bien reprendre le cycle de vie des renseignements personnels dans nos lois, c'est-à-dire la collecte, l'utilisation, la communication, la destruction des renseignements. Alors, j'ai décliné le cadre juridique comme ça, puis à chaque étape vient des nouvelles exigences en matière en lien avec le projet de loi, le projet de loi 64 qui a introduit plusieurs nouvelles exigences dans la loi à toutes les étapes. Je pense que j'ai également fait quelques parallèles là, avec le défunt projet de loi C11 qui était pas encore mort à l'époque. Donc, qui va peut-être renaître, qui sait, au fédéral. Et donc, on verra si ça tient toujours. Mais bon, au moins pour ce qui est de la loi québécoise, ça a été adopté. Donc, on est safe à ce niveau-là. Absolument, c'est vrai que c'est une très grande révolution. Ce qui nous amène justement au chapitre 3, qui nous amène en douceur finalement vers ton chapitre 3 où on aborde toutes les facettes réelles de ce qui arrive avec ça. Et justement, on va commencer à parler de plus de valorisation, puis comment on parle justement du cycle de vie. Puis ton chapitre 3 est consacré essentiellement à la collecte, là, grosso modo, mais des éléments comme ça, puis même à mon sens, je trouve que c'est le volet qui est le plus négligé historiquement, ce genre de choses-là, parce que on oublie régulièrement de demander la permission aux gens de justement ramasser l'information et de connaître l'objectif. Fait que là, il y a plusieurs éléments, puis je vais te laisser aller avec ça. Oui, en fait, c'est paradoxal un peu parce que j'ai réalisé que la grande majorité des obligations en matière de protection des renseignements personnels dans nos lois se concentrent à l'étape de la collecte. Or, c'est pas nécessairement l'impression qu'on a comme consommateur, comme individu quand on transige nos renseignements personnels d'une certaine manière en utilisant des services, parce que bon, le modèle de la vie du consentement est un peu dépassé à notre époque, et donc les entreprises cherchent pas à trop nous importuner avec des avis tout le temps, puis nous en même temps on veut pas lire tous ces avis-là non plus, mais en même temps on veut que nos renseignements personnels soient protégés. Donc c'est le fameux paradoxe du consentement, paradoxe de la vie privée. Ceci étant dit, la phase de collecte est là maintenant avec
j'ai inclus là-dedans le principe de responsabilité, qui je pense est un principe qui était moins présent avant l'introduction des nouvelles exigences au Québec avec le projet de loi 64, qui impose différentes obligations aux entreprises, notamment l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, les Privacy Impact Assessment de leur technologie, ce qui doit se faire en amont. Hein. C'est une approche de protection de la vie privée de la conception, le Privacy by Design. Donc, ça doit se faire en amont, donc c'est même avant la collecte. Donc, pour les organisations, le gros de leur travail se situe en amont, se situe avant la collecte parce qu'ils doivent identifier des finalités, ils doivent être transparents dans leur politique, donc ils doivent réfléchir à comment ils vont communiquer ça aux gens. Ils doivent également évaluer maintenant les technologies, leur système d'information en lien avec les évaluations, prendre des mesures pour assurer la protection des renseignements personnels, nommer un responsable de la protection des renseignements personnels, adopter des règles de gouvernance à l'interne à cet égard-là. Donc, vraiment, avant même qu'on ait touché aux renseignements personnels, on a plusieurs exigences là, qui s'appliquent quand on veut traiter des données, quand on veut miser sur ce potentiel immense-là que les mégadonnées offrent aux organisations, mais qui doivent être utilisées dans le respect du cadre juridique, mais vraiment l'étape de la collecte, c'est absolument névralgique. C'est pour ça que la collecte, c'est tout le chapitre 3. Puis ensuite, les autres opérations se situent dans le chapitre 4. Donc, on voit qu'il y a vraiment une surreprésentation des exigences normatives au niveau de la collecte. Puis c'est bon parce que ça permet aux entreprises de se responsabiliser par rapport à leur gestion des renseignements personnels. D'une autre manière, il y a peut-être dans certains contextes un déséquilibre par rapport à surtout en matière d'intelligence artificielle où est-ce qu'on recueille des renseignements personnels sans nécessairement savoir quelles sont les finalités qui vont être révélées par le traitement de ces données-là dans les mégadonnées. Puis les organisations vont mettre en place les mégadonnées, puis c'est une grosse infrastructure technique. Le but de tout ça, c'est d'améliorer leur prise de décision, d'améliorer leur recherche, d'améliorer leurs produits. Sauf que cette amélioration-là, ce résultat-là, ce que j'appelle les données inférées, là, le produit des mégadonnées, ça va être une utilisation de ces données-là qui va en être fait. Mais en amont, les exigences se situent en amont, alors que le moment où est-ce qu'ils vont utiliser les mégadonnées, ça se situe après. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on a dans nos lois, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus maintenant, là, je pense, avec la réforme au Québec, je pense que les législateurs au fédéral puis dans les autres provinces, puis tout le monde ont cet enjeu-là, c'est-à-dire nos exigences sont beaucoup à la collecte, avant la collecte. Après ça, il y en a moins, mais il faudrait peut-être avoir plus d'exigences après parce que c'est là où est-ce qu'on fait effectivement une utilisation des renseignements personnels puis que ça peut avoir un impact sur les individus. Ouais, ça exige beaucoup d'anticipation sur ce qui va être fait parce que justement, la collecte va établir les objectifs d'utilisation des données sont définis à ce moment-là. Et s'ils vont changer, puis c'est là, dans le fond, on bascule entre le chapitre 3 et 4, là, on déplace parce que c'est un peu complémentaire. Parce qu'il y a un usage primaire, il va y avoir un usage secondaire. Qu'est-ce qui est couvert, puis qu'est-ce qu'on a le droit à travers ces affaires-là? Parce que justement, le big data va souvent aller beaucoup plus sur de l'usage secondaire qui est beaucoup plus propice à l'usage de ce genre d'éléments-là, mais l'encadrement est difficile. Oui, l'encadrement est difficile parce que, la règle générale, c'est que tu dois obtenir un nouveau consentement ou obtenir des nouvelles, envoyer un avis particulier à cet effet pour faire une utilisation secondaire. Sauf que le but de l'utilisation des mégadonnées, c'est de révéler ces utilisations secondaires qui, dans bien des cas, peuvent être bénéfiques là, pour les individus. Donc là, les organisations sont placées dans une situation où est-ce que, ils doivent d'une certaine manière expliquer aux gens qu'à l'étape de la collecte, ça se peut qu'il y ait des utilisations secondaires parce qu'ils utilisent les mégadonnées, ils utilisent l'intelligence artificielle et donc ça s'en vient, mais ça va toujours manquer un peu de transparence parce que d'une certaine manière, tu peux pas prédire exactement ça va être quoi l'utilisation secondaire. Donc, les libellés sont plus larges dans les politiques, dans les avis aux individus. Et donc, là, ça remet en question la validité du consentement. Donc, c'est la problématique dont je discute dans ces chapitres-là. Je pense que je donne certaines indications, certains conseils sur comment on peut concilier ça dans une utilisation de mégadonnées puis d'intelligence artificielle.
c'est sûr que le cadre juridique rend pas nécessairement la vie facile, mais en même temps, c'est pas non plus une page blanche ou un bar ouvert pour les organisations. Il y a quand même des obligations à respecter. Donc, ça fait l'objet de la discussion là, dans toute la deuxième partie. Ouais, ben oui, en général, puis c'est pas simple parce que tu le mentionnes clairement, c'est en mégadonnées, c'est l'usage secondaire qui émerge de l'utilisation et de la mise en application dans le machine learning, entre autres. Puis on le voit dans le cas de Clearview AI, là, qui se défend à l'heure actuelle, en tout cas du moins au Québec, de dire qu'il n'est pas capable de sortir les données des Québécois parce que c'est impossible. Puis c'est aussi un autre problème, puis un autre enjeu aux mégadonnées, c'est comment relier la personne, dans le fond, ma donnée personnelle dans l'ensemble, dans cet amalgame immense de données et comment c'est rattaché. Puis même Facebook commence à le dire ouvertement. Ils ne savent même plus sont où les données ou à quelle nature sont rendues. Fait que ça va devenir compliqué pour l'application de ça dans un contexte comme ça où on n'est même plus capable de rattacher la donnée à son propriétaire là, en termes de données personnelles. Tout à fait. Surtout que en plus, il y a des nouveaux droits qui sont introduits. Là, je pense au droit à la portabilité des données qui a été introduit dans la loi au Québec avec le projet de loi 64 qui cherche à permettre aux gens de télécharger leurs renseignements personnels qui ont fourni aux plateformes, aux entreprises et tout ça. C'est sûr que à l'étape où est-ce que les données sont recueillies pour être intégrées dans les mégadonnées, après ça, elles subissent beaucoup de transformations. Puis quand on en vient après ça aux données inférées qui sont générées dans les mégadonnées, c'est encore des renseignements personnels parce que, bon, d'une certaine manière, ça c'était généré à partir de renseignements personnels, puis ça peut viser des recommandations, des publicités sur des individus. Sauf que retracer pour faire pour redonner la portabilité de tout ça, c'est toute une paire de manches là, pour les organisations, puis surtout que c'est une mesure de sécurité dans les mégadonnées, d'être en mesure de nettoyer les données, là, c'est-à-dire d'enlever, de les dépersonnaliser autant que possible. Je pense que si les organisations qui utilisent les mégadonnées puis l'intelligence artificielle pouvaient dire c'est juste d'anonymiser ce qu'on fait, puis dans certains types de projets, c'est le cas. C'est juste l'anonymiser, puis il n'y a aucun renseignement personnel, ben elle serait bien contente, puis les individus seraient comme c'est protégé. Sauf que considérant le volume et tout ça, c'est pas toujours réaliste de dire ça. Et donc, bon, si c'est dépersonnalisé, c'est-à-dire que ça peut encore indirectement, avec des techniques de réidentification, être rattaché aux individus, c'est quand même plus sécuritaire que si c'était des renseignements personnels pur, entre guillemets. Sauf que là, si on vient de dire, mais moi, je voudrais avoir accès à mes renseignements, OK, mais là, il faut que je repersonnalise tes renseignements que j'ai dépersonnalisés pour rendre ça plus sécuritaire. Ça n'a pas beaucoup de... C'est pas très... En fait, les organisations peuvent le faire, mais c'est pas nécessairement protecteur de la vie privée des individus. Fait que la notion de contrôle, c'est là où on va aussi, qui est au fondement du droit en protection des renseignements personnels, choque un peu avec la notion de sécurité. Le contrôle individuel, OK, je veux pouvoir savoir où sont mes données en tout temps, on me les envoie, on me donne accès, tout ça. Ben ça va peut-être faire en sorte qu'il va y avoir des manipulations à l'interne qui vont porter atteinte d'une certaine manière à la protection et à la sécurité des données au sein des organisations. Oui, absolument. Ça va être un méchant casse-tête pour tout le monde. Puis les cas juridiques vont être très intéressants de ce côté-là. Tu fais mention aussi de certaines en tout cas, facettes autorisées d'usage secondaire. Est-ce qu'il y a des encadrements qui sont déjà prévus ou on est un peu laissé à nous-mêmes pour les usages secondaires? En fait, il y a toujours un principe qui existe dans toutes les lois au Canada, qui est la notion de raisonnabilité, là, ou le test de nécessité, là, dépendamment comment on l'appelle. Au Québec, c'est la notion d'intérêt sérieux et légitime, c'est-à-dire que même quand on est rendu au niveau de l'utilisation des données, on peut pas faire n'importe quoi avec les données. On doit quand même s'assurer que ça respecte les attentes raisonnables des individus et que ça va être utilisé dans le cadre d'un intérêt sérieux et légitime. C'est-à-dire que, puis on l'a vu avec des cas comme Clearview AI, justement, où est-ce que même si Clearview AI pouvait dire
on a obtenu, parce que s'il n'y avait pas obtenu le consentement, là, il ne faut pas dire ça non plus. Les autres, ça pue là, leur affaire, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ils cochaient pas mal toutes les coches X qui dans la mauvaise colonne, si on veut. Mais bref, même à cela, on peut avoir obtenu un consentement et faire une utilisation qui serait pas légitime, qui serait pas raisonnable des données et donc qui serait en violation de la loi. Je pense que là-dessus, c'est une piste de développement pour l'interprétation de la loi, puis aussi le développement de l'encadrement juridique des technologies disruptives, là, des technologies comme l'intelligence artificielle et les mégadonnées et tout ça. C'est-à-dire qu'en déplaçant un peu le curseur de la collecte vers l'utilisation, ce que différents auteurs, autrices dans la littérature militent en faveur, là, si on veut. Là. J'ai parlé de Pierre-Luc Désiel, qui est un professeur à l'Université Laval, qui a écrit quelques articles là-dessus, mais ça permet peut-être de faire un encadrement plus raisonné, plus flexible, justement pour ces usages secondaires-là, en se disant, on a quand même des règles qui touchent à l'utilisation, puis c'est ce principe-là, on devrait développer plus de mécanismes pour l'opérationnaliser à l'interne, parce que c'est ça qui permet d'éviter les préjudices potentiels futurs. Au fond, c'est pas nécessairement que la donnée a été recueillie au départ, c'est plus, est-ce que notre utilisation est raisonnable, puis est-ce que les individus seraient choqués là, de l'utilisation qu'on est en train de faire de leur renseignement. Effectivement, très intéressant, puis des avenues justement pour un peu faciliter le chemin. Il y a 2 derniers éléments avant de conclure. La prise de décision automatisée, qui est quand même un ensemble à part, on en parle quand même depuis le début, parce que c'est quand même le résultat de l'usage de ce genre de choses-là, puis il y a quand même des préoccupations à tenir compte. Là. Oui, je pense que ça, c'est une autre avenue où est-ce que le législateur québécois a été précurseur d'une certaine manière, puis je pense que les autres réformes au Canada vont fort probablement avoir des aspects qui vont toucher à la prise de décision automatisée. Est-ce que ça va être le même régime qu'au Québec? Pas certain, mais ça va du moins probablement s'en inspirer. Le projet de loi 64 a introduit des exigences par rapport à être plus transparent lorsqu'on utilise des renseignements personnels pour prendre des décisions uniquement fondées sur un traitement automatisé. Puis ça introduit plusieurs nouvelles notions dont je discute dans le livre, au sens où, premièrement, qu'est-ce qu'une décision? Comment est-ce qu'on définit la notion de décision? Parce que le terme décision peut être interprété de façon très, très large. Le fait de faire une personnalisation d'un produit grâce aux données recueillies sur l'utilisation du produit, est-ce que ça constitue une décision? Parce que cette décision-là est fort probablement automatisée. C'est fort probablement un algorithme qui fait la recommandation, qui fait la proposition de... Mais là, dans ce cas-ci, est-ce qu'on est dans un code de décision automatique? Est-ce que c'était ça que le législateur cherchait à prohiber en proposant en disant que les individus peuvent présenter des observations pour tenter de faire réviser la décision? Est-ce qu'on cherche vraiment à ce que les milliards de décisions qui se déroulent, décisions au sens large, qui se déroulent dans les mégadonnées, on doit informer les gens sur c'est ça, il y a tel logiciel, il a sélectionné vos données, puis il a émis telle recommandation, il a émis telle inférence. Voulez-vous présenter des observations à cet égard-là? Je pense que ça serait un peu kafkaesque comme monde. Donc, je pense que les nouvelles dispositions utilisent des termes qui peuvent être interprétés de façon différente, mais ultimement cherchent à éviter des décisions qui auraient des impacts quand même significatifs sur les individus. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faudrait le concevoir. Puis dans ce cas-ci, les mégadonnées peuvent en avoir. Dans le premier chapitre, j'en discute un peu, mais il y a différents ouvrages. Un classique qui est un Weapon of Mass Destruction de Cathy O'Neill qui discute de différents cas d'utilisation où est-ce que des algorithmes ont mené à vraiment marginaliser, discriminer des groupes entiers de population. Puis là, dans ce cas-ci, ces protections-là, c'est-à-dire ces espèces d'encadrement sui generis de décisions automatisées peuvent être assez bénéfiques. Puis également, font introduire un principe de responsabilité. C'est-à-dire que, si je suis une organisation qui a ce type de système décisionnel automatisé-là, j'ai plus d'exigences, des évaluations que je dois faire en amont pour m'assurer que on va respecter les droits des individus quand on va les utiliser. Puis ça permet
responsabiliser les organisations, puis ultimement de protéger. C'est peut-être plus sur le volet responsabilisation que ça apporte vraiment des bénéfices que sur le volet contestation de décision. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner encore. Là, je pense pas il y a tant de décisions que ça importantes à notre égard qui sont 100% automatisées. Parce que clairement, le besoin de protection est quand même là parce que c'est rare que le droit est en avance, mais s'il peut l'être dans certains contextes, tant mieux. Puis considérant ce que les mégadonnées et les algorithmes peuvent faire, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir cette protection. Effectivement, de toute façon, on l'a vu avec l'article au moment qu'on enregistre, il y a eu un article dans la presse qui a quand même brassé beaucoup ces notions-là, mais on tourne aux autres sur le vocable de data broker. Mais dans l'absolu, c'est la même chose que des mégadonnées qui traitent et on devrait les aborder un peu plus de cette nature-là. Puis justement, là, ça a commencé à soulever des passions au niveau public, ce qui est quand même une bonne chose pour amener la réflexion. Puis c'est intéressant parce que ton livre s'inscrit dans ce chemin-là, fait qu'on risque d'avoir des effets qui vont y avoir. Puis le dernier volet, ce qui est dans le fond sur le cycle de vie des données que tu abordes dans ton livre, c'est sur la communication. Il y a un encadrement important à avoir parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec une fois qu'on l'a récolté. Oui, en fait, c'est la notion de communication qui est peut-être, si on veut, moins présente au jour le jour dans le cadre de l'écosystème des mégadonnées, mais parce que une fois qu'elles sont utilisées, elles vont soit rester dans l'infrastructure ou elles vont partir, c'est pas nécessairement leur vocation et pas nécessairement d'être communiquées à l'externe, mais cette section-là me permet de faire la lumière sur le modèle d'affaires, le modèle d'accès aux mégadonnées qui fonctionne selon différents types d'infrastructures. C'est pas vrai que toutes les organisations vont développer toute l'infrastructure technique que ça prend pour avoir ce type de données-là par elles-mêmes, puis elles vont avoir ça sur des serveurs locaux, puis tout ça va être fait vraiment localement. La grande majorité, c'est des grands fournisseurs, là. C'est les Amazon de ce monde qui fournissent des plateformes qui permettent aux plus petites et moyennes organisations de pouvoir avoir accès à qu'est-ce que les mégadonnées peuvent donner comme optimisation de leur processus puis de leur décision. Et puis, là, les règles de communication dans la loi viennent intervenir sur OK, est-ce que si mon fournisseur est à l'extérieur du Québec, est-ce que j'ai plus d'obligations si mes données transigent entre différentes provinces? Qu'est-ce qui va se passer si c'est un fournisseur de services, si c'est moi qui ai développé ça localement? Donc, j'ai discuté un peu de ça sans nécessairement faire un cadre juridique propre au transfert, puis à l'impartition, puis à tout ça. C'était pas le but du livre, mais je pense que c'était nécessaire de l'aborder parce que la majorité des organisations vont accéder par l'entremise de plateformes, par l'entremise de logiciels développés par des tiers aux mégadonnées. Donc, je crois que c'est important d'en discuter un peu. Effectivement, je te remercie de ton temps, je te remercie de ta très grande générosité de s'être prêté à l'exercice. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les gens vont trouver ça aussi intéressant. Ils vont aller lire le livre parce que là, on en parle, mais ça remplace pas ce qu'on discute, ne remplace pas le livre parce qu'il nous amène quand même à une réflexion puis à des choses qui vont influencer notre vie. Là, si on regarde la PS64, je pense qu'il y en a plusieurs qui, s'ils ne se réveillent pas maintenant, vont avoir un mauvais moment là, après septembre de cette année dans lequel là, on va commencer à voir les effets. Puis on voit comme le RGPD a quand même pris un peu de temps, mais une fois qu'il a commencé à prendre son envol, il y a des effets juridiques très importants qui sont associés à ça. Fait que je pense que certains vont avoir une petite douche froide dans quelques temps. C'est sûr que c'est des obligations importantes, puis tant mieux si mon livre peut donner quelques indications, quelques conseils qui peuvent aider. Ça a été vraiment un plaisir d'en discuter avec toi aujourd'hui. Merci. À la prochaine. Bye bye.